Imagine ceci. Tu es debout au milieu de la plus scintillante nuit de l'année. Lustre dégoulinant lumière d'étoiles gelées. Chaque loup puissant dans le royaume regardant. Et l'homme qui une fois déchira ton âme en deux. L'homme qui t'appela faible, indigne, oubliable, marche à travers cette même foule. Bras autour d'une nouvelle femme, souriant d'un air suffisant comme il l'eut finalement juste, comme la lune finalement répara son erreur. Parce que la femme qui sort sur le grand escalier, couronnée, le même toit qu'il jeta loin, le même toit qu'il rejeta publiquement, le même toit qui disparut dans les étendues sauvages avec rien que des morceaux brisés, et d'une manière ou d'une autre, impossiblement devint la reine cachée de tous. Il ne sait pas encore, personne ne lui dit. Il était trop occupé à être suffisant. Alors dis-moi, à quoi ressemble son visage la seconde il réalise? La seconde le sourire suffisant meurt et son monde entier bascule. La seconde il comprend, il ne perdit pas juste une femme, il paria loin la reine de son royaume entier. Voudrais-tu voir ce moment? Avant que nous continuions, s'il vous plaît, veuillez nous dire d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de frapper le bouton s'abonner, parce que chaque jour nous avons des histoires incroyables qui feront votre journée. Chapitre 1, la nuit. La lune tourna son dos. La grande salle de bal du palais de la couronne d'argent respirait comme une chose vivante. Ce soir, lustre de cristal pendait comme un clair de lune gelée, dispersant des diamants à travers les sols de marbre noir. L'air vibrait avec des violons et des tambours de chant de loup bas, chaque note lacée avec le parfum de pin, jasmine et désir à peine maîtrisé. Des centaines des alphas, Luna, et nobles les plus puissants du royaume se déplaçaient à travers la foule comme des prédateurs en soi. Ce soir était le gala de pleine lune, la seule nuit où même les plus anciennes lignées s'inclinaient à la tradition. Quand des alliances étaient forgées dans des flûtes de champagne et des regards volés, quand la lune elle-même semblait regarder d'en haut, et au centre de tout cela s'avançait Kalevos, alpha de la meute croque de fer, un homme bâti comme la guerre donnait cher. Larges épaules tendaient le velours minuit de son manteau sur mesure. Sa mâchoire était assez tranchante pour couper le verre. Ses yeux parsemés d'or scannant la pièce avec l'arrogance paresseuse de quelqu'un qui n'avait jamais connu la défaite. Chaque pas qu'il faisait revendiquait du territoire. Chaque sourire qu'il flasha rappela au monde qu'il était l'apex. À son bras s'accrochait Sarafina, sa consort choisie. Robe cramoisie étreignant chaque courbe pécheresse. Cheveux comme de l'encre renversée. Lèvres peintes de la couleur du sang frais. Elle rit à quelque chose qu'il murmura. Tête jetée en arrière, gorge exposée en invitation délibérée. Têtes tournèrent, chuchotements suivirent. Cale aimait cela. Il aimait cela beaucoup. Il avait passé les 3 dernières années à effacer chaque trace de la femme qui une fois se tenait à la place de Sarafina. La silencieuse, la douce, celle qui le regardait avec des yeux trop pleins d'étoiles et ne demanda jamais rien en retour. Il l'avait appelée faible. Il l'avait rejetée publiquement. L'os se brisa comme un os cassant et l'envoya au-delà des frontières avec rien que les vêtements sur son dos et l'écho de sa voix disant « Tu n'étais jamais du matériel de Luna ». Personne ne prononça son nom plus. Elle était devenue un conte d'avertissement chuchoté dans le noir. « N'aime pas trop doucement ou le loup le plus fort te laissera saigner ». Cale leva la main de Sarafina à ses lèvres, embrassa ses phalanges lentement, délibérément. Le geste était du théâtre et l'audience l'aima. « Regardez-les !» Sarafina ronronna, voix comme du velours enroulé autour de l'acier. « Ils sont tous jaloux. Ils veulent ce que nous avons. » Le sourire de Cale était déguisé. « Ils peuvent vouloir, ils n'auront jamais. » Il les tourna en un cercle lent, laissant chaque œil les boire, la mise à niveau, la victoire, la preuve que la lune l'avait finalement eu juste. La musique gonfla. Un silence tomba comme de la neige. Au sommet du grand escalier d'obsidienne, les grandes portes doubles sculptées, avec un croissant de lune, s'ouvrirent en grand.
Un seul projecteur de clair de lune trancha à travers l'obscurité et elle apparut. La foule inhala comme un seul homme. Elle portait de la soie noire qui s'accrochait comme une ombre liquide, tissée de veines argentées, qui scintillait comme si la lune avait pleuré sur le tissu. L'encolure plongea assez bas pour taquiner, assez haut pour commander le respect. Une couronne d'argent noirci et de pierres de lune reposait sur son front, discret, ancien, terrifiant dans sa simplicité. Ses cheveux tombaient en vagues sombres plus longues qu'il ne se souvenait, prenant feu sous les lustres. Et ses yeux qu'il une fois rejeta comme trop doux, trop confiants. Ils brûlaient maintenant, calmes, inflexibles, la couleur de nuages d'orage illuminés par la foudre. Le cœur de Cale claqua contre ses côtes. Le verre dans sa main bascula. Champagne glissa sur ses doigts. La prise de Seraphina sur son bras se resserra, pas par affection. Dans une peur soudaine, instinctive, la femme descendit, chaque pas lent, mesuré, le clic de ses talons le seul son dans la salle. Pas d'annonce, pas de herald. Elle n'en eut pas besoin parce que quand elle atteignit la marche du bas, chaque alpha dans la pièce, chaque mâle trempé de fierté de carte de bataille, tomba sur un genou sans qu'on le lui dise. Lieutenants suivirent. Betas Omegas, le royaume entier s'agenouilla devant la reine cachée. Ya resta debout, gelée. Elle s'arrêta à 10 pas, assez près pour qu'il attrape son parfum. Chèvrefeuille sauvage et pluie de minuit. Le même parfum qui une fois le rendit fou de désir. Le parfum qu'il s'était convaincu était oubliable. Son regard balaya sur lui. Pas en colère, pas triomphant, juste sachant. « Bonjour, Cale », dit-elle doucement. Sa voix porta comme de la fumée, s'enroulant autour de chaque oreille dans la pièce. Il ne put parler. Sa gorge était devenue cendre. Seraphina s'avança, menton haut, griffes fléchissant. Qui diable es-tu pour interrompre? Les yeux de la reine la balayèrent. Un regard. Les mots de Seraphina moururent. Elle recula contre le côté de Cale comme une proie, sentant la faim. La reine retourna son attention à lui. « Je suis Aurelia Voss, dit-elle, le nom roulant comme le tonnerre enveloppé dans de la soie. Reine des Royaumes-Unis, souveraine de chaque meute sous cette lune, hôtesse de ce gala. » Des halètements ondulèrent à travers la foule. Les genoux de Cale faillirent flancher. Aurelia, son Aurelia, la femme qu'il avait brisée, la femme qu'il avait jetée, la femme qui avait disparu dans les étendues sauvages il y a 3 ans et d'une manière ou d'une autre, impossiblement devenue la souveraine de tous. Elle inclina sa tête, l'étudiant la manière dont on étudie une relique d'une guerre oubliée. « Tu as l'air surpris, » murmura-t-elle. Il trouva sa voix enfin rugueuse, craquer. « Comment? » Le sourire d'Aurelia était petit, presque tendre. Cela blessait pire que n'importe quel grognement n'aurait pu. « Je me suis reconstruite, dit-elle simplement, pièce par pièce saignante, pendant que tu étais occupée à parader ta victoire. J'apprenais comment porter une couronne. » Elle s'approcha, assez près pour qu'il puisse voir la faible cicatrice le long de sa clavicule, la marque où il avait arraché le lien de compagnon de sa chair. Sa main se leva par instinct, voulant la toucher pour l'effacer. Elle ne tressaillit pas, elle baissa simplement les yeux sur ses doigts tremblants. « Ne fais pas, » chuchota-t-elle, le mot était doux. Il le trancha ouvert quand même, l'orchestre recommença, une valse lente, sensuelle. Des couples se levèrent, hésitants, jetant des regards vers leur reine. Aurelia se tourna vers la pièce. « Dansez, » commanda-t-elle doucement. « Ce soir est pour la célébration. » La salle exhala, la musique gonfla. Des corps commencèrent à bouger, mais Cale ne put bouger. Elle le regarda une dernière fois. « Tu es toujours le bienvenu ici, Alpha Voss, » dit-elle, voix lassée avec quelque chose presque comme de la pitié, comme un invité. Puis elle se détourna, royale, intouchable, et offrit sa main à un ancien seigneur Lycan, qui s'inclina si bas que son front toucha le marbre.
Kyle la regarda glisser dans la foule, chaque œil la suivant, chaque cœur battant plus vite. Sarafina tira sa manche. Kyle! Il la secoua. Pour la première fois de sa vie, l'alpha le plus fort de la meute Croc de Fer se sentit petit. Et comme la femme qu'il avait jetée dansait sous les lustres, radieuse, puissante, complètement hors de sa portée, la pleine lune se déversa à travers le puits de lumière et la baigna d'argent. Elle ne regarda pas en arrière, mais il ne put détourner le regard. Chapitre 2. Ombre du lien. La valse continua de tourner longtemps après qu'Aurelia disparut dans la mer de Noble de Boeing. Cale resta enraciné au marbre comme une statue d'un homme qui venait d'être frappé par la foudre et attendait toujours le tonnerre. Sarafina tira sa manche à nouveau, plus brusquement cette fois. Kyle, tout le monde regarde. Laisse-les. Il la secoua sans la regarder. Ses yeux étaient toujours fixés sur l'endroit où Aurelia avait été visible pour la dernière fois. Un tourbillon de soie noire disparaissant derrière une colonne de lierre vivant et de roses argentées. Sa poitrine se sentit ouverte, fissurée. Chaque souffle goûtait le regret et le vieux sang. Sarafina se plaça devant lui, lèvres cramoisies et recourbées en quelque chose entre la fureur et la panique. « Tu fais une scène, elle n'est rien. Un fantôme jouant à se déguiser. Tu es l'alpha de Croc de Fer. Tais-toi. » Les mots sortirent bas, létaux. Sarafina tressaillit comme giflée. Il n'attendit pas sa réaction. Il bougea. Longues enjambées prédatrices coupant à travers les danseurs comme une lame à travers la soie. Les nobles s'écartèrent sans qu'on le leur demande. Personne n'osa rencontrer son regard. Il trouva le corridor ombragé derrière le grand escalier. La musique s'amortit à un battement de cœur lointain. La lumière des torches vacillait dans des appliques de fer, peignant tout en or et noir. Et là elle était, Aurelia, ne se cachant pas, ne fuyant pas, simplement debout sous une fenêtre cintrée qui encadrait la pleine lune enflée comme une auréole. Elle lui tournait le dos, une main reposant légèrement sur le rebord de pierre, l'autre tenant un verre élancé de quelque chose de sombre et chatoyant. Elle ne se tourna pas quand il s'arrêta à quelques pas derrière elle. Mais elle parla. Tu marchais toujours comme si tu possédais chaque pièce où tu entrais. Sa voix était douce, trop douce. Elle s'enroula autour de sa gorge et serra. Cale déglutit. Je ne savais pas. Un petit rire sans humour dériva d'elle. Je sais que tu n'as pas. Elle se tourna finalement. Le clair de lune sculpta ses pommettes, transforma ses yeux en tempêtes jumelles. La couronne reposait toujours sur son front comme si elle y avait poussé. Il fit un pas de plus, puis un autre. L'air entre eux crépita. Vieux liens brisés, mais pas morts, claquant comme des braises mourantes. « Tu es reine !» Le mot se sentit étranger sur sa langue. « Impossible. Je le suis. » « Comment ?» Aurelia inclina sa tête, l'étudiant la manière dont on étudie quelque chose de fragile et stupide. J'entrais dans les étendues sauvages avec rien. Pas de meute, pas de nom, pas de compagnon. Son regard tomba sur la cicatrice sur sa clavicule, le croissant pâle où il avait arraché leur lien libre. J'ai survécu, puis je me suis battu, puis j'ai conquis un pas ensanglanté à la fois. Elle leva les yeux à nouveau. Pendant que tu choisissais quelqu'un de plus bruyant, le poing de Cale se serra sur ses côtés. Je pensais que tu pensais que j'étais faible. Elle le dit sans venin. Simplement fait. Et tu avais raison. Je l'étais pendant longtemps. Un autre pas. Il pouvait la sentir maintenant. Chèvrefeuille, pluie et quelque chose de plus sombre en dessous. Quelque chose qui le faisait perdre le contrôle de la meilleure des manières. J'avais tort, l'admission s'arracha de lui. L'expression d'Aurelia ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent autour de la tige du verre. Tu l'étais, acquiesça-t-elle doucement. Le silence s'étira épais et douloureux. Puis elle demanda presque doucement. « Pourquoi es-tu venu après moi, Kyle ?» Il n'avait pas de réponse prête. « Parce que je ne pouvais pas respirer quand tu t'éloignais. »
Parce que te voir couronné brisa quelque chose de fondamental en moi. Parce que je rêve encore de la manière dont tu murmurais mon nom quand j'étais en toi. Au lieu de cela, il dit, parce que tu es toujours mienne. Mauvaise réponse. Les yeux d'Aurélia brillèrent, pas de colère, quelque chose de plus froid, plus profond. J'ai cessé d'être tienne la nuit où tu as arraché le lien de ma peau et dit à toute la cour que j'étais indigne. Elle posa le verre avec un calme délibéré. Je n'appartiens à personne maintenant, le moins de tout à toi. Cale franchit la dernière distance entre eux en deux enjambées. Il la dominait, poitrine haletante, sa main levée, planant près de sa joue, tremblante. Ne fais pas, prévint-elle, voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Mais il n'écouta pas. Ses doigts effleurèrent sa mâchoire, léger comme une plume, respectueux. Elle ne se retira pas au début. Pour un battement de cœur déchirant, elle le laissa la toucher, le laissa sentir la chaleur de sa peau, le faible tremblement d'en dessous. Puis elle attrapa son poignet. Cœur, sa prise était de fer. Tu n'as plus le droit de toucher ce que tu as jeté. Les mots atterrirent comme des griffes. Il gela. Elle recula et lente, royale, intouchable à nouveau. Profiter du reste du gala Alpha Boss. Sa voix était du velours sur de l'acier. Comme mon invité, elle se tourna pour partir. La main de Cale jaillit, attrapant son poignet cette fois. Elle s'immobilisa. Il se pencha, voix rauque, brisée. Je me souviens de notre nuit de noces. Le souffle d'Aurélia se coupa sur la seule fissure dans son armure. Plancher de forêt au clair de lune, son corps s'arquant sous lui, ongles raclant son dos, son nom arraché de sa gorge, et halètement suppliant désespéré. La manière dont elle s'était accrochée à lui comme s'il était la seule chose solide dans l'univers. La manière dont il l'avait marqué encore et encore, grognant des promesses qu'il n'avait jamais tenues. Je me souviens de chaque seconde il râla. Comment tu tremblais quand je glissais d'abord en toi. Comment tu suppliais pour plus. Comment tu disais que tu m'aimerais pour toujours. Les yeux d'Aurélia brillèrent et non des larmes. Pas tout à fait. Alors tu devrais aussi te souvenir, chuchota-t-elle, comment tu jetas ce pour toujours loin. Elle se libéra avec une force qu'il ne savait pas qu'elle possédait. Cette fois, quand elle s'éloigna, elle ne regarda pas en arrière. Cale se tenait seul dans le corridor. Le goût de son parfum toujours sur sa langue, le fantôme de sa peau brûlant sa paume, et quelque part dans la salle de bal, l'orchestre jouait une valse lente et douloureuse qui sonnait suspectement comme un deuil. Chapitre 3. Des chambres privées de la reine. Aurélia ne courut pas. Elle ne courut plus jamais. Elle marcha la colonne vertébrale droite mesurée, talons claquants comme le lent tintement d'une cloche, à travers le labyrinthe de corridors privés que seule la souveraine connaissait par cœur. Les sons du gala s'estompèrent derrière elle. Rire, musique, le tintement du cristal, le grognement bas de jeu de pouvoir déguisé en flirt. Tout cela appartenait à une autre vie maintenant, une dont elle avait une fois supplié de faire partie. Les doubles portes de son aile privée s'ouvrirent au plus léger effleurement de ses doigts, ancienne protection reconnaissant le sang et l'os et le chagrin. Elles se refermèrent derrière elle avec un doux soupir final. Silence. Silence béni terrible. Elle traversa la vaste chambre sans allumer les appliques. Le clair de lune était suffisant. Il se déversa à travers les imposantes fenêtres cintrées qui surplombaient la forêt de Blackwood, transformant chaque surface en argent dans l'ombre. Sa couronne se sentait plus lourde ce soir. Elle tendit la main, doigts s'enroulant autour des épines d'argent noircies, et la souleva libre. Le poids quitta son front comme un amant relâchant finalement sa gorge après un baiser trop long. Elle le posa soigneusement sur le piédestal d'obsidienne à côté de son lit. Le même piédestal qui avait une fois tenu rien que des fleurs sauvages quand elle était encore juste Luna. La robe vint ensuite. Elle n'appela pas pour assistance. Ne le fit plus jamais. La soie chuchota le long de son corps comme un soupir de reddition. Elle tira à ses pieds dans une marée sombre.
Elle en sortit nue, peau picotant dans l'air frais. Chaque cicatrice une histoire qu'elle avait appris à porter fièrement. Le mince croissant à sa clavicule, les faibles marques de griffes le long de ses côtes gauches de la première escarmouche frontalière qu'elle avait combattue seule. La ligne pâle à travers son bas-ventre, où elle avait presque saigné à mort revendiquant le trône. Elle marcha vers le bassin de baignade enfoncé dans le coin éloigné de la chambre. Marbre noir veiné d'argent à vapeur déjà montant, parce que les protections savaient ce dont elle avait besoin avant qu'elle ne demande. L'eau était chaude, parfaite. Elle s'y enfonça lentement, le laissant l'engloutir jusqu'aux épaules, puis jusqu'au menton, puis inclinant sa tête en arrière, jusqu'à ce que seul son visage reste au-dessus de la surface, yeux fermés. Pour la première fois de la nuit, le masque glissa. Une seule larme traça le long de sa tempe, disparaissant dans l'eau avant que quiconque ne puisse en être témoin. Pas de faiblesse, juste la mémoire. Elle se souvint de ses mains, pas les arrogantes qui avaient agrippé la taille de Seraphina ce soir. Les autres mains, celles qui tremblaient quand elle la touchait, respectueuses, presque effrayées, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que la lune lui avait donné quelque chose de si doux. Elle se souvint de la nuit où il l'avait réclamée pour la première fois, plancher de forêt humide de rosée, son corps couvrant le sien comme une armure. La manière dont il avait grogné son nom, Aurélia, comme une prière quand il glissa en elle la première fois, lent, prudent, l'étirant jusqu'à ce qu'elle halète et s'accroche et supplie sans honte. Elle se souvint comment il avait embrassé les larmes de ses joues quand le plaisir devint trop. Comment il avait chuchoté « Je t'ai, toujours, toujours ». Les mots goûtaient encore le sang dans sa bouche. Sa main dériva sous l'eau, traînant le long de son propre corps, le chemin qu'il traçait avec sa langue. Sur la clavicule, entre les seins, plus bas, elle ne se pressa pas. Elle laissa ses doigts s'attarder là où les siens avaient une fois adoré. Le creux sensible sous son nombril, le pli de sa hanche, la douce cuisse intérieure qui la faisait trembler quand il respirait contre elle. Ce soir, elle se toucha la manière dont il le faisait, lente, délibérée, presque cruelle dans sa tendresse. Son souffle se coupa, tête penchée en arrière contre le bord de marbre. Elle imagina, et contre chaque meilleur instant, que c'était sa main à la place. Plus rugueuse, plus affamée, la manière dont il enroulait 2 doigts en elle et caressait cet endroit qui la faisait voir des étoiles, grognant dans son cou. « Viens pour moi, petite compagne. Laisse-moi te sentir te briser. » Ses hanches roulèrent involontairement. L'eau clapotait contre sa peau. Un doux gémissement s'échappa. Moitié douleur, moitié plaisir. Elle détestait qu'elle le veuille encore. Détestait que son corps se souvienne de chaque chose sale et belle qu'il lui avait jamais faite. Détestait que même maintenant, 3 ans après qu'il ait arraché le lien de son âme, la douleur entre ses jambes chuchotait encore son nom. Elle se porta au bord et tremblante, cuisse secouant, puis s'arrêta. Juste s'arrêta parce qu'elle refusa de lui donner sa libération. Pas même en mémoire. Elle se leva de l'eau comme une déesse naissant à nouveau. Ruisselette traçant chaque courbe, clair de lune transformant sa peau en perles et ombre. Elle sortit dégoulinante et marcha vers le lit massif sans se sécher. Des draps de soie anthracite l'accueillirent comme de vieux amants. Elle s'allongea sur le dos, bras au-dessus de sa tête, fixant le baldaquin brodé de constellations argentées. Et puis elle l'entendit, un doux clic, la porte cachée, celle que seule la souveraine et ses plus fidèles pouvaient ouvrir, s'ouvrit doucement. Elle ne sursauta pas. Elle l'avait laissé déverrouiller ce soir, délibérément. Kyle entra dans le clair de lune. Il avait l'air dévasté, cheveux ébouriffés comme s'il avait passé ses mains dedans 100 fois, manteau parti, chemise ouverte à la gorge, manches retroussées jusqu'à ses avant-bras, veines ressortant de la force avec laquelle il avait serré ses poings. Il s'arrêta à 3 pas à l'intérieur du seuil, yeux sombres, pupilles dilatées, souffle rauque. Il prit la vue d'elle, nue, étincelante, étalée sur la soie noire comme une offrande qu'il ne méritait plus.
et fit un son bas dans sa gorge. Moitié grognement, moitié supplication, Aurélia se redressa sur ses coudes. Lent, sans hâte. Le mouvement fit balancer doucement ses seins, l'eau dégoulinant encore de ses mamelons. Elle regarda son regard la dévorer, regarda ses mains se serrer sur ses côtés, puis elle parla, voix rauque du bang et du quasi-orgasme qu'elle s'était refusé. « Prouve que tu es digne d'une reine, Kyle. » Elle laissa ses genoux s'ouvrir juste assez pour rendre l'invitation indubitable. Sa poitrine se souleva. Un pas en avant, puis un autre, mais elle leva une main, paume ouverte, pas encore. Il gela, et elle sourit. Petit, dangereux, beau. D'abord tu t'agenouilles. L'air entre eux crépita d'ancienne magie et de nouvelles blessures. Kelvas, alpha de Croc de Fear, conquérant d'armée, regarda la femme qu'il avait jetée, et lentement, agonisamment, il tomba sur un genou, puis l'autre, tête inclinée, pas en défaite, en quelque chose de bien plus dangereux. Dans l'espoir, Aurélia le regarda s'agenouiller au clair de lune, et pour la première fois en 3 ans, elle se laissa sourire, un vrai, aiguisé, dit, et juste un petit peu affamé. Chapitre 4. Danse interdite. Le silence dans la chambre de la reine s'étira mince et électrique. Kel resta à genoux, tête inclinée, épaules rigides, souffle venant par tirades irrégulières. Le clair de lune sculpta des lignes dures sur son visage. La fierté guerroyante avec quelque chose de brut, quelque chose qui semblait dangereusement proche de la reddition. Aurélia le regarda depuis le lit, toujours nue, toujours légèrement scintillante du bain. Pourtant, la vulnérabilité de sa peau nue se sentit comme une armure maintenant. Elle ne s'était jamais sentie plus vêtue que dans ce moment d'exposition absolue. Elle laissa le calme grandir jusqu'à ce qu'il presse contre leur peau comme une troisième présence dans la pièce. Puis elle parla, voix basse, presque douce. « Lève-toi. » Il leva sa tête lentement. Yeux d'or rencontrèrent les siens, sombres, orageux, questionneurs. Les glissa des draps en un mouvement fluide, pieds nus silencieux sur le marbre frais, traversa la distance entre eux sans hâte. Quand elle s'arrêta, elle était assez proche pour qu'il doive incliner sa tête en arrière légèrement pour maintenir son regard. Elle tendit la main, doigts s'enroulant sous son menton, pas rugueux mais ferme. Elle inclina son visage plus haut, le forçant à vraiment la regarder. « Tu penses que c'est comme ça que ça marche ?» murmura-t-elle. « Que tu t'agenouilles une fois et les années disparaissent. » La gorge de Kel travailla. « Non. Alors pourquoi es-tu toujours à genoux? »« Parce que je ne sais pas quoi faire d'autre, » répondit-il voix. « Parce que tout ce que je pensais comprendre sur le pouvoir se sent comme de la cendre quand je te regarde maintenant. » Quelque chose vacilla dans sa poitrine, aigu, indésirable, douloureusement familier. Elle relâcha son menton, se détourna, marcha vers le centre de la chambre où le clair de lune brillait le plus, formant un cercle d'argent parfait sur le sol. Elle s'arrêta au milieu, tendit une main. Pas de mots, juste le geste. Kyle se leva, lent, prudent, comme un homme craignant que le sol ne cède sous lui. Il traversa la pièce en 3 longues enjambées, s'arrêta juste en dehors du cercle d'argent. Elle ne le regarda pas quand elle parla à nouveau. « Danse avec moi. » Ce n'était pas une question. Il hésita, seulement pour un battement de cœur. Puis il entra dans le clair de lune. Pas de musique joua. Les lointaines mélodies de l'orchestre du gala étaient trop loin, étouffées par la pierre et les secrets. Mais la nuit elle-même semblait fredonner. Vent à travers les arches ouvertes, le lent battement de cœur de la forêt endormie au-delà des fenêtres. Le pouls dans leurs propres veines, il prit sa main. Le contact brûla. Pas de luxure. Pas encore. Pas ce soir. Quelque chose de plus profond. Le fantôme d'un lien qui avait été arraché, mais n'était jamais complètement mort. Elle plaça son autre main sur son épaule. Il installa la sienne au bas de son dos.
prudents, respectueux, à peine touchants. Ils commencèrent à bouger, lents. Pas de fioritures, pas de performance, juste deux corps se souvenant comment exister dans le même espace sans se déchirer. Elle mena, il suivit. Les pas étaient simples, une valse dépouillée jusqu'à ses os. Tourne, pas, balance. Chaque fois que leurs hanches se frôlaient, chaque fois que son souffle fantôme passait sur sa gorge, l'air devenait plus épais. Ni l'un ni l'autre ne parla. Les mots semblaient trop petits pour les choses se déplaçant entre eux. Elle pouvait sentir son battement de cœur à travers sa chemise ouverte. Rapide, instable, rien comme le rythme calme et arrogant dont elle se souvenait d'il y a des années. Ses doigts fléchirent une fois contre sa colonne vertébrale, pas possessifs, juste ayant besoin de savoir qu'elle était réelle. Elle le laissa le sentir, le laissa sentir la chaleur de sa peau, le soulèvement et l'abaissement régulier de sa respiration, le faible tremblement qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Quand elle se tourna dans ses bras, de nouveau contre sa poitrine pour une longue rotation, il exhala contre ses cheveux, un son qui aurait pu être son nom, aurait pu être une prière. Où elle ferma les yeux, se permit juste pour ce battement de cœur, de se souvenir ce que cela faisait d'être tenu par quelqu'un qui jura une fois pour toujours. Le clair de lune transforma leurs ombres en une longue silhouette entrelacée sur le mur du fond. Ils dansèrent jusqu'à ce que le cercle d'argent commence à se déplacer. La lune continuant son ancien chemin à travers le ciel, jusqu'à ce que leurs pas devinssent plus lents, jusqu'à ce qu'ils bougent à peine du tout, juste debout, enlacés l'un dans l'autre, respirant le même air. Son front vint reposer contre le sien, prudent, demandant permission sans mots. Elle ne se retira pas, mais elle ne se pencha pas non plus. Elle existait simplement là dans l'espace terrible, beau entre ce qui était et ce qui pourrait ne jamais être à nouveau. Quand elle parla finalement, sa voix était à peine audible. Cela ne signifie pas que je te pardonne. Je sais. Cela ne signifie pas que je te veux de retour. Je sais. Elle ouvrit les yeux, trouva les siens la regardant déjà dans l'obscurité, dévasté et si très vivant. « Alors pourquoi me tiens-tu encore ?» Elle chuchota. « Parce que laisser aller à nouveau pourrait réellement me tuer. » L'honnêteté en elle, brute, non polie, perça quelque chose de profond dans sa poitrine. Elle recula, pas durement, juste assez pour briser le cercle de ses bras. L'absence soudaine de sa chaleur se sentit comme l'hiver. Elle se tourna vers la fenêtre, bras s'enroulant autour d'elle-même. « Retourne au gala. » Il ne bougea pas. J'ai dit « Va. » Toujours aucun mouvement. Oh, maman. Elle regarda par-dessus son épaule, le trouva la regardant, pas avec colère, pas avec arrogance, avec quelque chose de calme et final. Sarafina te cherchera. Laisse-la regarder. Aurélia ferma les yeux une seconde, rassemblant ce qui restait de son armure. Quand elle les rouvrit, sa voix était stable. « Je ne suis pas la fille que tu as laissée derrière. Cette fille mourut la nuit où tu la rejetas. Ce qui se tient ici maintenant est autre chose. Appuie ta chose. Et tu ne peux pas entrer et la réclamer juste parce que tu vois enfin ce qu'elle est devenue. » Elle se tourna pleinement pour lui faire face. « Je ne serai pas ton histoire de rédemption, Cale Voss. Je suis ma propre fin et mon début, et tout entre les deux. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta quand elle leva une main. Le geste était petit. Cela aurait aussi bien pu être un mur de fer. Il inclina sa tête une fois, lent, formel, puis se tourna, marcha vers la porte cachée, fit une pause avec sa main sur le cadre. Sans regarder en arrière, il dit « Je ne veux pas de rédemption. Je veux juste une chance de te regarder sans que la honte ne m'étouffe à chaque fois. » Elle ne répondit pas. La porte se referma derrière lui avec un doux son final. Aurélia se tenait seule au clair de lune, bras toujours enroulés autour d'elle-même. Et pour la première fois en 3 longues années,
Elle se permit de sentir le plein poids de ce qu'elle avait perdu. Pas lui, mais la version d'elle-même qui avait une fois cru que l'amour pouvait être simple. Elle marcha vers le lit, se blottit dans les draps qui portaient encore la faible chaleur de son bain. Et comme la lune glissa plus bas dans le ciel, elle laissa une seule larme silencieuse tomber. Pas pour lui, pour la fille qui dansait avec lui comme si le monde était doux. Cette fille était partie, et la reine qui restait ne commençait que tout juste à comprendre combien il lui restait à pleurer. Chapitre 5, la chasse. Aurelia ne dormit pas. Après le départ de Cale, les chambres semblaient trop grandes, trop calmes, trop pleines d'écho. Goual se leva avant l'aube, vêtu de cuir d'équitation noir au lieu de soie, tressa ses cheveux serrés contre son cuir chevelu et attacha un fin poignard d'argent à sa cuisse. Pas pour le spectacle, mais parce que de vieilles habitudes des années sauvages refusaient de mourir. La chasse royale annuelle commença à la première lumière. La tradition exigeait que la souveraine mène la première charge. La tradition permettait aussi à tout alpha assez audacieux de faire une pétition pour une place dans l'avant-garde, une chance de chevaucher au flanc de la reine, de prouver force, endurance, valeur. Kyle avait fait une pétition à l'aube. Elle l'avait approuvée, pas par gentillesse, par curiosité. Elle voulait voir ce qui restait de l'homme qui, une fois chassait avec une dominance sans effort. Elle voulait savoir si l'arrogance vivait encore dans ses os ou si le regret avait finalement sculpté quelque chose de nouveau. Le point de rassemblement était la grande clairière au bord de la Blackwood, une large cuvette d'herbes givrées entourée de pins anciens qui chuchotaient quand le vent les traversait. Les chevaux tapaient du suoc, leur souffle fumant dans le froid. 200 cavaliers en armure de cérémonie, capes de fourrure et aumes lunaires attendaient en silence discipliné. Aurelia arriva en dernier. Elle montait une jument noire massive nommée Nyx. Pas de selle, seulement une mince couverture et des rênes d'argent tressées. Le cheval bougeait comme une ombre liquide sous elle. Chaque tête tourna, chaque genou se plia, les cavaliers restant montés, tête inclinée à l'ancienne mode. Elle s'arrêta brusquement à la tête de la ligne. Son regard balaya l'avant-garde. Trouva Cale instantanément. Il montait un étalon loup-chien gris, énorme, cicatrisé, yeux du même or fondu que ses cavaliers. Il ne portait pas de haume. Ses cheveux sombres étaient ébouriffés par le vent, joues rougies par le froid. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le givre. Elle sentit la secousse dans sa poitrine, la même qu'elle avait sentie quand il la toucha pour la première fois au clair de lune la nuit dernière. Elle l'écrasa, leva une main. Le corps sonna 3 longues notes plaintives. La chasse commença. Ils se déversèrent dans la forêt comme une marée sombre. Aurelia mena, pas imprudemment. Elle ne faisait plus jamais rien imprudemment, mais vite. Nyx vola par-dessus les troncs tombés, à travers les étroitures entre les troncs, sans jamais hésiter. Derrière elle, le tonnerre des sabots, le cri aigu occasionnel d'un loup-garou se transformant à mi-galop, le claquement des chiens. Elle sentit Cale, pas juste l'entendit, le sentit. Il resta proche, ne dépassant jamais, ne tombant jamais plus de 3 longueurs de cheval derrière. Une ombre à son épaule, persistante, silencieuse. La première mise à mort vint rapidement. Un cerf blanc massif plus vieux que la plupart des arbres bois, comme une couronne d'or. Aurelia ne prit pas le tir. Elle vira à gauche à la dernière seconde, laissant la bête s'écraser à travers le sous-bois. La meute suivit sans question. Cale ne le fit pas. Il coupa à droite, flèche déjà armée, arc tiré en un mouvement fluide. La flèche vola juste, le cerf tomba net. Un coup de tête à travers le cœur. Un cri de joie s'éleva des cavaliers derrière eux. Aurelia arrêta Nyx brusquement, se tourna. Cale descendit en un mouvement fluide, approcha l'animal tombé, s'agenouilla et prononça les vieux mots de remerciement à la lune pour le don de la chasse. Puis il leva les yeux et droit vers elle. Pas de triomphe dans ses yeux, juste un défi silencieux. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de colère exactement.
Respect? Non, quelque chose de plus chaud. Elle descendit, marcha vers lui. Les autres cavaliers restèrent en arrière, sentant le changement dans l'air. Aurelia s'arrêta juste avant la carcasse, baissa les yeux sur le cerf, puis sur lui. Tu as toujours aimé finir ce que je commençais. Sa voix était basse, destinée à lui seul. Cale se leva lentement. Je pensais que tu le laissais aller. Je l'étais. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu me testes? Elle s'approcha, assez près pour que la vapeur de leur souffle se mêle dans le froid. Parce que je le fais. Son regard tomba sur sa bouche pour un battement de cœur, puis revint à ses yeux. Je ne suis pas le même homme, je sais, dit-elle doucement, c'est le problème. Elle se détourna, remonta Nyx en un mouvement fluide. Laissez la mise à mort aux rangs inférieurs, dit-elle au bêta le plus proche. Nous chevauchons plus profondément. La chasse continua, plus dure, plus virile, à travers des ruisseaux gelés, en haut des pentes rocheuses, au cœur de la Blackwood, où les arbres poussaient si près que la lumière du soleil ne touchait jamais le sol. Aurelia les poussa, se poussa elle-même, le pousséen. Chaque fois que la meute pensait avoir gagné du terrain, elle trouvait un autre chemin, plus étroit, plus raide, plus punissant. Et chaque fois qu'elle était là, ne tombant pas derrière, ne bondissant pas en avant, juste présent, inébranlable. À midi, ils atteignirent le lac Miroir, un cercle parfait d'eau noire qui reflétait le ciel d'hiver comme du verre. Aurelia ordonna l'arrêt. Les cavaliers descendirent, respirant difficilement, riant de cette manière éraillée de ceux qui ont survécu à quelque chose de beau et brutal. Elle marcha seule au bord de l'eau, fixa son reflet. La reine, la survivante, la femme qui s'était reconstruite des ruines. Cale s'approcha tranquillement, s'arrêta à une distance respectueuse. « Je ne suis pas venu pour gagner la chasse, dit-il. Elle ne se tourna pas. « Alors pourquoi es-tu venu? Pour me souvenir ce que cela faisait de chevaucher à tes côtés. » Elle ferma les yeux. Le vent bougea à travers les pins en un long, lent soupir. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus calme que le givre sur l'herbe. « Tu disais que la forêt se sentait vivante quand nous chassions ensemble. Qu'elle chantait pour nous. Elle le fait toujours. » Elle se tourna alors, rencontra son regard pour la première fois depuis le gala. Elle le laissa voir les lignes de fracture sous son armure. Les endroits où la fille qui l'avait laissée saignait encore. Elle ne chante plus pour nous, Cale. Elle chante pour moi. Il fit un pas de plus. Elle ne recula pas. Il fit un autre. Elle leva son menton, pas en défi. En avertissement silencieux, il s'arrêta assez près pour l'atteindre. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il dit « Voix rauque, alors laisse-moi apprendre la nouvelle chanson. » Les mots atterrirent doux, dévastateurs. Elle le regarda, vraiment regarda. Vit les ombres sous ses yeux, la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains fléchissaient, comme si elle se souvenait de chaque courbe de son corps et souffrait de la perte. Elle fit un pas en avant, puis un pas délibéré, assez près pour qu'il puisse sentir sa chaleur à travers l'air glacial. Elle tendit la main, posa sa paume contre sa poitrine, juste sur son cœur, le sentit tonner sous sa main. Puis elle se pencha, lèvres à un souffle de son oreille, et chuchota « Tu n'as pas à la prendre en demandant. » Elle recula, se tourna, marcha vers Nyx, monta et s'éloigna de nouveau vers le palais sans une seule fois regarder derrière elle. Cale resta debout au bord du lac Miroir, la regardant disparaître dans les arbres. Le reflet dans l'eau montrait un homme seul, puissant, fier et complètement défait. Et quelque part au loin, la forêt continuait de chanter, seulement pour elle. Chapitre 6. Chuchotement de Trazen. Le retour au palais fut long. La forêt semblait se refermer, plus serrée à chaque mile. Branches tendant comme des doigts, essayant de tirer les cavaliers de leur monture. Aurelia maintint Nyx à un galop constant, refusant de regarder derrière elle même une seule fois. Elle n'en eut pas besoin. Elle pouvait sentir la présence de Cale comme une chaleur à l'arrière de son cou. Stable, inflexible, refusant de s'estomper.
quand les flèches du palais s'élevèrent finalement à travers la ligne d'arbres. Le ciel avait déjà pris le violet contusionné de fin d'après-midi. Les palefreniers se précipitèrent en avant. Les bannières claquèrent dans le vent montant. Elle descendit sans cérémonie, tendit les rênes à un jeune homme en attente et marcha vers l'aile est, la salle de guerre. Elle n'invita personne à suivre. Elle n'en eut pas besoin. Les lourdes portes liées de fer grincèrent à son approche. À l'intérieur, la chambre était déjà éclairée par de bas brisereaux et une longue table couverte de cartes, de marqueurs de troupes et de gobelets à moitié vides de vin épicé. Son conseil attendait, 6 d'entre eux, les seuls qu'elle fit confiance avec les secrets les plus sombres du royaume. Ils se levèrent comme un seul homme. Elle prit sa place à la tête de la table sans préambule. Parler. La maîtresse espionne, une femme mince nommée Vera, dont les yeux ne clignaient jamais tout à fait à l'unisson, s'avança la première. 3 rapports séparés dans les dernières 48 heures, tous pointant vers la même chose. Elle plaça un petit parchemin plié scellé de cire noire sur la table. Quelqu'un bouge contre toi. Aurelia ne toucha pas le parchemin. Elle savait déjà que ce serait mauvais. Combien de meutes? Au moins 4 confirmés. Peine d'ombre, croque du crépuscule, creux cramoisi et un que nous n'attendions pas. La voix de Vera baissa. Croque de fer. Le nom atterrit comme une lame entre les côtes. L'expression d'Aurelia ne changea pas, mais l'air dans la pièce devint plus froid. Continuez. Il l'appelle la véritable restauration de la lune, affirmant que le trône fut volé par une étrangère. Une Luna rejetée qui s'est frayé un chemin par le sang au lieu d'une lignée légitime. La lèvre de Farah se recourba faiblement. Ils utilisent ton passé contre toi. Aurelia laissa le silence s'étirer, puis doucement. Et ils utilisent Kale. Pas directement. Vera hésita. Rare pour elle, mais son nom est sur chaque langue chuchotée. Ils disent qu'il est le consort alpha légitime, que tu étais seulement destiné à être sa Luna, que le royaume devrait être rendu à l'ancien ordre. Aurelia atteignit finalement le parchemin, brisa le sceau avec un ongle. L'écriture était élégante, inconnue, mais le venin était indubitable. La lune se souvient de qui fut mis de côté. Bientôt le royaume se souviendra aussi. Elle le plia une fois, le mit de côté, puis elle leva les yeux. Doublez la garde sur le mur extérieur. Triplez-la sur le sanctuaire intérieur. Je veux des yeux sur chaque courrier quittant le palais ce soir. Sa voix était calme, trop calme. Trouvez la fuite. Trouvez-la avant la prochaine pleine lune. Le conseil murmura un parfum, commença à bouger. Tous sauf un. Kyle s'était glissé derrière eux à un moment donné pendant le briefing. Il se tenait maintenant dans l'embrasure, bras croisés, expression illisible. La pièce s'immobilisa. Aurelia rencontra son regard sur la longueur de la table. « Tu as entendu? » Ce n'était pas une question. J'ai entendu. Il entra. Les portes se refermèrent derrière lui avec un lourd bruit sourd. « Tu penses que je fais partie de cela? » Je pense qu'elle dit lentement que ton nom est utilisé, que tu le saches ou non. Kale marcha en avant jusqu'à ce qu'il atteigne l'extrémité opposée de la table. Plaqua les 2 paumes à plat sur le bois. Je ne fais pas partie d'un complot pour prendre ton trône. Alors prouve-le. Il le regarda, vraiment regarda la manière dont il le faisait quand ils étaient jeunes et le monde n'était que forêt et clair de lune. Je le suis déjà. Il poussa de la table, marcha autour, passa les membres du conseil qui regardaient comme des faucons, s'arrêta à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le pain et le givre collant encore à ses cuirs de la chasse. « Je ne demande pas de pardon ce soir, dit-il tranquillement. Je demande à me tenir où j'aurais dû me tenir il y a des années, à tes côtés, pas derrière toi, pas contre toi. » Le conseil retint son souffle. Aurelia ne bougea pas, mais sa voix, quand elle vint, était plus douce que quiconque ne l'attendait. « Tu penses que te tenir à mes côtés fera taire les chuchotements? Non. » Il secoua sa tête une fois, mais cela les fera s'étouffer avec eux. Quelque chose changea dans la pièce, subtil, tectonique.
Elle l'étudia un long moment, puis elle se tourna vers Vera. Ajoutez Alphavos à la rotation de la garde intérieure. Effectif immédiatement. Les sourcils de Vera se levèrent. Le plus proche qu'elle ne fût jamais de la surprise. Aurelia regarda Kyle. « Ce n'est pas de la confiance, dit-elle. C'est un test. Je sais. Si tu me trahis, je ne le ferai pas. » Elle s'approcha jusqu'à ce que l'espace entre eux ne soit rien du tout. « Si tu le fais, termina-t-elle, voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Je graverai ton nom de chaque livre d'histoire et de chaque chanson éclairée par la lune. Et quand ils parleront de l'Alpha Croc de fer, ils ne se souviendront que de l'homme qui essaya et échoua. » Cale ne tressaillit pas. Il inclina simplement sa tête une fois profondément. Compris, ma reine. Elle se détourna la première. Conseil renvoyé. Nous nous retrouvons à minuit. Ils défilèrent en silence. Quand le dernier partit, les portes se refermèrent. Seuls les deux d'entre eux restèrent. Aurelia marcha vers la table des canons, traça la frontière du territoire de Croc de Fear avec un doigt. « Tu devrais savoir, dit-elle sans lever les yeux, que si c'est un long jeu pour me reconquérir, ce n'est pas... » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Il la regardait avec une intensité qui rendait l'air plus mince. « J'ai perdu le droit de jouer avec ton cœur la nuit où je l'ai brisé, dit-il. Je ne suis pas ici pour la rédemption. Je suis ici parce que la femme que j'aime est en danger et je préférerais mourir que de la regarder y faire face seule. » Le mot amour pendait entre eux comme de la fumée. Le doigt d'Aurelia s'immobilisa sur la carte. Elle ne parla pas, ne respira pas. Après un long moment, elle dit simplement « Alors ne meurs pas ». Elle passa devant lui vers la porte. Au seuil, elle fit une pause sans se retourner. Minuit. Ne sois pas en retard. La porte se referma derrière elle. Cale resta debout dans la salle de guerre seul, entouré de cartes d'un royaume qu'il pensait une fois pouvoir gouverner. Et doucement, et si doucement que personne n'entendrait jamais, il chuchota « Je ne le serai pas ». Chapitre 7. La couronne brisée. Minuit arriva comme un souffle retenu. La salle de guerre se sentait plus petite avec seulement les deux d'entre eux à l'intérieur. Les brassereaux avaient brûlé bas. Les cartes gisaient oubliées sous des rapports éparpillés et des gobelets vides. La seule lumière venait maintenant des fenêtres étroites hautes sur les murs. Des éclats de clair de lune coupant à travers le sol de pierre comme des couteaux d'argent. Aurelia se tenait à l'extrémité opposée, dos à la porte, mains appuyées sur le bord de la table. Ses épaules étaient droites, mais la ligne de sa colonne vertébrale portait un faible tremblement que seul quelqu'un qui la connaissait autrefois dans les moindres détails remarquerait. Cale n'avait pas parlé depuis son entrée. Il la regardait simplement. La manière dont le clair de lune attrapait la tresse qu'elle n'avait pas pris la peine de défaire après la chasse. La manière dont ses doigts se courbaient contre le bois, comme si elles se tenaient ensemble par la force. Finalement, elle brisa le silence. « Tu saignes. » Il baissa les yeux. Une fine ligne de rouge avait sointé à travers le bandage qu'il avait hâtivement enroulé autour de son avant-bras gauche après la chasse. Une branche l'avait attrapé quand il avait poussé trop fort pour la suivre. Ce n'est rien. Elle se tourna alors, yeux sombres, illisibles. Gossiasper, il ne discuta pas. S'abaissa sur la lourde chaise en chêne la plus proche du feu mourant. Elle traversa la pièce à pas lents et délibérés, récupéra une petite boîte en cèdre sur une table d'appoint et la posa à côté de lui. Quand elle s'agenouilla, réellement s'agenouilla, devant lui pour défaire le bandage grossier, le souffle de Cale se coupa audiblement. Aurelia n'accusa pas le son. Elle travailla en silence, décolla le tissu, nettoya la coupure peu profonde avec un chiffon imbibé d'alcool d'herbe, pressa une nouvelle compresse contre elle. Son toucher était clinique, professionnel, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Ses doigts s'attardèrent juste une seconde trop longtemps à l'intérieur de son poignet où son pouls martelait. Elle le sentit. Il savait qu'elle le sentait. Quand elle leva ses yeux vers les siens, ils n'étaient plus froids. Ils étaient épuisés et tristes, et si très, très fatigués d'être fort seuls.
Pourquoi es-tu ici, Cale? Demanda-t-elle à nouveau. La même question qu'elle avait posée dans le corridor après le gala, mais cette fois elle ne portait pas d'armure. Il répondit de la même manière, « Parce que je t'aime. » Les mots sortirent rugueux, fissurés ouverts, dépouillés de fierté. Elle ferma les yeux. Une seule larme s'échappa vite, furieuse, et traça le long de sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Cale leva sa main indemne lentement, lui donna chaque chance de se retirer. Elle ne le fit pas. Son pouce balaya la larme avec une douceur déchirante. « Je n'ai jamais arrêté, » chuchota-t-il. « Pas pour un jour, pas pour une nuit. Je me suis convaincu que je l'avais fait. Je me suis convaincu que tu étais mieux sans moi. Mais chaque fois que je fermais les yeux, c'était toi. » Le souffle d'Aurélia frissonna. Elle se leva, pas loin de lui, mais plus que s'appêtait entre ses genoux. Il la regarda comme si elle était la lune elle-même. Elle prit son visage dans ses deux mains, pouce traçant la ligne nette de ses pommettes, la faible cicatrice à sa tempe d'une bataille bien avant qu'ils ne se rencontrent. « Tu m'as brisé, » dit-elle doucement. « Tu m'as brisé si complètement que j'ai dû mourir pour devenir quelqu'un de nouveau. Je sais, et je te ressens toujours à chaque moment calme. » Elle se pencha, front reposant contre les siens, leur souffle se mêlant. Ni l'un ni l'autre ne bougea pour embrasser. Ils existaient simplement là, fronts se touchant, respirant l'un l'autre, laissant les années de silence et de douleur se déposer entre eux comme de la poussière après une longue tempête. « Je ne sais pas comment te pardonner encore, » admit-elle, voix petite. « Je ne sais pas si je le ferai jamais. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Alors que veux-tu? » Il déglutit difficilement. « Je veux gagner le droit de me tenir dans la même pièce que toi sans me sentir comme si je volais de l'air. » Une autre larme tomba et celle-ci atterrissant sur sa joue. Elle chuchota. « Alors reste. » Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas la réconciliation, ou qu'était quelque chose de plus petit, plus fragile. Une fissure dans le mur qu'elle avait bâti autour de son cœur, à peine assez large pour que le clair de lune s'y glisse. Cale ferma les yeux, hocha la tête une fois. Elle se redressa, fit un pas en arrière, mais avant qu'elle ne puisse se retirer complètement, il attrapa sa main. Doucement, respectueusement, l'amena à ses lèvres, pressa le plus doux des baisers sur ses phalanges, le même endroit où il l'embrassait chaque matin quand il se réveillait emmêlé. Puis il lâcha. Aurélia le regarda, l'homme qui avait une fois été son monde entier, qui l'avait brisé et qui était maintenant agenouillé dans les ruines, ne demandant rien d'autre que la chance d'aider à les balayer. Elle ne parla pas. Elle se tourna simplement vers la porte. Au seuil, elle fit une pause. « Demain, nous chevauchons pour le territoire de Pain d'Ombre. Nous confrontons les premiers chuchotements à leur source. » Elle regarda par-dessus son épaule. « Sois prêt à l'aube. » Il se leva lentement. « Je le serai. » Elle hocha la tête une fois, petit, presque imperceptible. Puis elle fut partie. Cale resta dans la salle de guerre longtemps après que la porte se fut refermée. Il toucha l'endroit sur son poignet où ses doigts avaient reposé. Sentit le fantôme de sa chaleur toujours là. Et pour la première fois en 3 ans, la douleur dans sa poitrine ne se sentit pas comme une punition. Elle se sentit comme de l'espoir. Petit, blessé, mais respirant. Devant la fenêtre, la lune les regarda tous les deux, silencieuse, ancienne et patiente. Chapitre 8. Argent. L'aube se leva froide et sans merci sur le palais. Le ciel saigna rose pâle et gris acier alors que l'avant-garde s'assemblait dans la cour, 50 des cavaliers les plus fidèles de la reine, cape noir claquant dans le vent comme des ailes de corbeau. Pas de bannière, pas de fanfare, seulement un but silencieux dans le doux tintement de l'acier. Aurélia apparut la première, montée sur Nyx, son visage sculpté dans la même pierre d'hiver que les murs derrière elle. Elle ne portait pas de couronne aujourd'hui, seulement un mince cerclet d'argent qui attrapa la première lumière comme une promesse de violence. Cale remonta à ses côtés quelques instants plus tard.
Il avait choisi le même étalon gris de la chasse. Son armure était simple, sombre, non marquée. Pas de crête de croque de fer, pas de fioritures, seulement le poignard à sa hanche et le poids de la confession d'hier toujours suspendu entre eux comme de la fumée. Elle ne le regarda pas quand il se plaça à son flanc droit. Elle n'en eut pas besoin. La formation entière sentit le changement. La manière dont l'espace lui-même semblait se resserrer quand les deux d'entre eux étaient proches. Le trajet vers le territoire de Pain d'Ombre prit la majeure partie de la journée. Ils se déplacèrent à travers des vallées incrustées de givre et des forêts de pins silencieuses, parlant peu. Quand ils atteignirent finalement la crête surplombant la forteresse de Pain d'Ombre, le soleil saignait déjà bas derrière les montagnes. Le donjon en bas était vieux, plus vieux que la plupart des lignées, bâti de granit sombre veiné de minerais d'argent qui scintillaient comme du givre même dans la lumière déclinante. Des bannières d'indigo profondes pendaient mollement des tours. Aucun corps de bienvenue ne sonna. Aurélia arrêta Nyx, leva une main. La colonne s'arrêta derrière elle. Une ligne disciplinée parfaite. Elle parla sans se retourner. Kyle, il poussa son étalon en avant jusqu'à ce que leurs genoux se frôlent presque. Oui, ma reine. Elle le regarda finalement. Ses yeux étaient sombres comme la tempête. Mais sous la surface, quelque chose vacillait. Mona, pas de la colère. Pas tout à fait le pardon. Quelque chose de rare. Quelque chose qui blessait de respirer autour. Tu chevaucheras à ma gauche, dit-elle. Jamais plus d'une enjambée derrière. S'il frappe, tu ne me protèges pas. Tu te tiens à mes côtés. Comprends-tu? Sa gorge travailla une fois. Oui. Elle hocha la tête, une fois sèche, et poussa Nyx en bas de la pente. Les grandes portes de Pain d'Ombre s'ouvrirent à fan avant qu'il ne les atteigne. Lord Darius se tenait dans l'arche, grand, aux cheveux argentés, yeux de la couleur de la vieille glace. Derrière lui, une douzaine de gardes armés. Derrière eux, des ombres qui bougeaient comme des gens essayant de ne pas être vus. Aurélia s'arrêta à 10 pas de la porte. Darius inclina sa tête la plus infime fraction. Ma reine, le titre sonna comme une question. Elle y répondit quand même. Lord Darius, je viens entendre vos griefs en personne. Son regard balaya Cale, s'attarda sur l'endroit où l'Alpha Croc de Fer chevauchait sans insigne, puis revint à elle. Certains griefs sont mieux chuchotés que criés dans les cours, alors chuchotés. Darius sourit, mince, prudent. Très bien. Nous croyons que le trône a été mal aligné. La volonté de la Lune était une fois claire. Un fort couple alpha ligné ininterrompu. Pas une reine solitaire qui s'éleva par la conquête seule. L'expression d'Aurélia ne changea jamais. La conquête et comment les trônes sont gardés, Lord Darius. Pas hérités. Il s'avança. Et pourtant beaucoup se souviennent d'un temps où tu te tenais à côté d'un consort digne, un roi en attente. La main de Kyle dériva vers son poignard, lente, instinctive. La voix d'Aurélia coupa à travers avant qu'il ne puisse dégainer. Si tu parles d'Alpha Voss, parle-lui directement. Il est ici. Il t'entend. Darius se tourna vers Cale. Tu fus mise de côté une fois, Alpha. Maintenant, tu chevauches à son flanc comme un chien loyal. Dis-moi, crois-tu vraiment qu'elle est apte à régner seule? La voix de Cale vint basse, stable, dangereuse. Je crois qu'elle est apte à régner le monde seul. Et je crois que tout homme qui questionne cela mérite la lame qui le finit. Silence épais, froid. Le sourire de Darius faiblit. Aurelius parla dans le calme. Je te donnerai une chance, Lord Darius. Agenouille-toi. Jure allégeance à nouveau publiquement devant ton peuple, où nous finissons cela ici. Il l'étudia un long moment. Puis lentement, si lentement que cela se sentit comme une insulte. Il secoua sa tête. Non. Le mot résonna, puis le chaos. Des flèches sifflèrent des créneaux supérieurs, pas sur Aurélia, mais sur Cale. Il bougea plus vite que la pensée, se tordant, la protégeant, avec son corps même si elle l'avait interdit. La première flèche effleura son épaule, déchira le cuir, tira du sang. Le grognement d'Aurélia était pur loup.
Elle sauta du dos de Nix, poignard d'argent déjà en main, et rencontra le premier garde qui se précipita en avant. L'acier chanta. Cale était à ses côtés dans le souffle suivant, lame tirée, yeux flamboyants. Ils combattirent dos à dos, sans couture, instinctifs, la manière dont ils l'avaient fait une fois dans de plus petites escarmouches avant que tout ne se brise. Chaque coup, chaque blocage, chaque parade se souvenait du rythme de l'autre. Quand le dernier garde tomba, la cour fut silencieuse, sauf pour une respiration lourde et le goutte à goutte de sang sur la pierre. Darius se tenait seul maintenant, épée tirée, mais tremblant. Aurélia s'avança. Du sang striait sa joue, pas la sienne. Elle le regarda. « Tu as choisi. » Elle leva sa lame. Darius tomba à genoux, pas en loyauté. En reddition. « Je cède, » râla-t-il. Le bras d'Aurélia ne vacilla pas, mais elle regarda par-dessus son épaule. À Cale, il se tenait là et saignant de l'épaule, poitrine haletante, yeux fixés sur elle. Pas demandant, pas suppliant, juste présent. Elle baissa le poignard. « Liez-le, dit-elle à l'écrivain le plus proche. Il fera face à un procès, pas à une exécution. » Elle se détourna, marcha là où Nick s'attendait. Cale suivit, une enjambée derrière comme ordonné. Quand ils furent hors de portée des autres, elle s'arrêta. Ne le regarda pas. « Tu m'as protégé, je sais. Je t'ai dit de ne pas le faire, je sais. » Elle se tourna finalement, leva les yeux vers son visage, vers le sang, vers l'épuisement, vers la férocité tranquille brûlant encore dans ses yeux. « Tu as saigné pour moi, dit-elle doucement. » À nouveau, il lui donna le plus petit, le plus triste des sourires. « Je saignerai chaque jour pour le reste de ma vie, si cela signifiait que tu me regardes comme ça juste une fois de plus. » Sa gorge se serra. Elle tendit la main lentement et brossa une traînée de sang de sa mâchoire avec son pouce. Le toucher s'attarda. Ni l'un ni l'autre ne bougea. Puis elle chuchota si doucement que seul lui pouvait entendre. « Ne meurs pas pour moi, Cale. Pas encore. » Il ferma les yeux, hocha la tête une fois. « Je ne le ferai pas. » Elle recula, remonta Nyx, chevaucha vers la colonne en attente. Cale suivit, et derrière eux, les veines argentées dans le donjon de pain d'ombre scintillèrent comme des larmes dans la lumière mourante. Chapitre 9, la lune finale. Le retour de pain d'ombre fut plus silencieux que le trajet aller. Personne ne parla des flèches qui avaient volé. Personne ne mentionna le sang séchant encore sur l'épaule de Cale. La colonne bougea comme un seul animal sombre discipliné, blessé, vigilant. Aurélia garda son regard en avant tout le long du chemin. Les sabots de Nyx frappèrent le sol gelé en rythme constant, chaque battement faisant écho au tambour de guerre dans sa poitrine. Elle sentit Cale à son flanc gauche, exactement une enjambée derrière comme commandé. Elle sentit la chaleur de sa présence plus qu'elle ne sentit le froid. Au moment où les portes du palais s'élevèrent au loin, Chevalier avait réclamé le ciel. La pleine lune pendait basse et lourde, baignant le monde d'argent froid et sans merci. Elle renvoya les cavaliers dans la cour extérieure avec une seule main levée. Ils fondirent comme des ombres. Seule Cale resta. Elle descendit lentement, bottes croquant sur le gravier givré, tendit les rênes de Nyx au maître d'écurie en attendant sans un mot. Puis elle se tourna vers lui. Il était déjà au sol, debout trop immobile, la ligne de ses épaules rigide de douleur qu'il refusait de reconnaître. Elle étudia le bandage imbibé de sang sur son bras. Celui qu'elle avait soigné il y a seulement quelques heures maintenant ruiné à nouveau. « Viens avec moi, dit-elle. Pas une requête. » Il la suivit à travers les corridors privés, passa devant des gardes qui s'inclinaient sans rencontrer ses yeux, passa devant la lumière des torches qui vacillaient comme des souvenirs incertains. Elle le mena à la petite chambre de guérison nichée derrière la salle du trône. Pas la grande infirmerie, mais celle qu'elle utilisait quand elle avait besoin de silence. À l'intérieur, l'air sentait les herbes séchées et la fumée de cèdre. Un feu bas brûlait dans l'âtre. Un seul lit de camp attendait, linge propre plié aux pieds. Elle ferma la porte derrière eux.
Le loquet cliqua comme la fin d'une longue phrase. Cale se tenait près de l'âtre, la regardant avec cette intensité tranquille et brûlante qu'il portait depuis le gala. Elle marcha vers lui, s'arrêta assez près pour qu'elle puisse voir le faible tremblement dans sa mâchoire de la douleur. Sans parler, elle tendit la main vers les fermoirs de son armure. Un par un, elle les défit, doigts stables, délibérés. Le cuir sombre tomba pièce par pièce jusqu'à ce que seule sa chemise déchirée reste. Du sang s'incrustait le long de la couture de son épaule. Elle retira le tissu. La blessure était plus profonde qu'elle ne l'avait réalisé. Pas mortelle, mais en colère, rouge, pleurante. Elle tira un souffle aigu. Cale regarda son visage tout le temps. « Tu n'avais pas à prendre cette flèche, » dit-elle, voix basse. « Je l'ai fait. » Elle rencontra ses yeux. « Pourquoi? » « Parce que la pensée qu'elle te frappe, » sa voix craqua. Il déglutit difficilement. « Était pire que toute douleur que j'ai jamais ressentie. » La main d'Aurélia toujours sur sa peau. Elle baissa les yeux sur la blessure, puis les leva vers lui. Quelque chose en elle céda. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste une fissure finale tranquille. Elle tendit la main vers le bassin d'eau chaude et les chiffons propres. Nettoya la blessure à nouveau, plus lentement cette fois, plus doucement. Chaque fois qu'il sifflait de douleur, ses mouvements s'arrêtaient. Chaque fois que son souffle se coupait, son pouce effleurait la peau indemne à côté de la coupure. Petit réconfort inconscient. Quand la blessure fut propre et fraîchement bandée, elle recula. Mais elle ne s'éloigna pas. Elle resta proche. Trop proche. Cale leva sa bonne main lentement, lui donnant chaque seconde pour se retirer. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent sa joue, rugueux, cailleux, tremblant. « Tu pleures » chuchota-t-il. Elle n'avait pas réalisé. Une seule larme s'était échappée, puis une autre. Elle ne les essuya pas. Au lieu de cela, elle se pencha juste assez jusqu'à ce que son front repose contre sa poitrine, juste sur son cœur. Il gela, puis lentement, si lentement, et ses bras l'entourèrent. Pas possessif, pas exigeant, juste la tenant comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il respirait trop fort. Elle se laissa le sentir, la chaleur de lui, le tonnerre constant de son battement de cœur, le faible parfum de pain et de sang et de chez-soi qui s'accrochait encore à sa peau après toutes ces années. « Je t'ai haï », dit-elle contre sa chemise, voix étouffée et rauque. « Je t'ai tellement haï que je pouvais à peine respirer certaines nuits. Je sais, je hais encore des parties de toi. Je sais. » Elle leva sa tête, regarda son visage, vit les larmes traçant silencieusement le long de ses propres joues. « Je ne veux plus te haïr, » chuchota-t-elle. Le souffle de Kyle lui échappa en frissonnant. « Alors ne le fais pas. » C'était la chose la plus simple qu'il ait jamais dite, et la plus difficile. Elle tendit la main vers le haut et prit son visage dans ses deux mains, pouce balayant ses larmes de la manière dont il avait balayé les siennes dans la salle de guerre. Le clair de lune se déversa à travers la fenêtre étroite, les peignant tous les deux en argent. Deux personnes brisées debout dans l'épave de ce qu'ils avaient une fois été. Elle ne l'embrassa pas, pas encore, mais elle resta là, front se touchant, souffle se mêlant, larmes tombant entre eux comme une pluie tranquille. « Je ne sais pas ce qui vient ensuite, » dit-elle doucement. « Moi non plus, mais je sais que je ne veux pas y faire face seule. » Cale ferma les yeux, pressa ses lèvres contre ses cheveux. Pas un baiser, juste un contact, juste la preuve qu'il était toujours là. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-il. « Pas à moins que tu ne m'envoies. » Elle laissa échapper un petit son brisé et un demi-sanglot, demi-rire. « Alors reste, » il resserra sa prise. « Juste assez, je le ferai. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés l'un dans l'autre, saignant ensemble, respirant ensemble, sous une lune qui avait été témoin de chaque fracture et de chaque fragile réparation. Dehors, le palais dormait. À l'intérieur, deux cœurs cicatrisés, têtus, et finalement commençant à battre à nouveau à l'unisson, attendaient ce que l'aube apporterait. Chapitre 10, Reine de cœur.
La petite chambre de guérison se sentit encore plus petite à mesure que la nuit s'épaississait. Ni l'un ni l'autre n'avait bougé depuis que les larmes avaient cessé de tomber. Front toujours se touchant, souffle toujours partagé, corps assez proche pour sentir chaque subtil changement du battement de cœur de l'autre. Le feu dans l'âtre s'était consumé jusqu'aux braises incandescentes. Le clair de lune dominait maintenant la pièce, transformant tout en argent et au bord doux. Aurélia fut la première à parler. « J'ai besoin de te demander quelque chose. » Cale ouvrit ses yeux. Sa voix était calme, prudente. « N'importe quoi. » Elle recula juste assez pour voir son visage clairement, cherchant, mémorisant, pesant. « Veux-tu encore la couronne? » La question pendait entre eux comme une lame tirée. Cale ne tressaillit pas. Il ne détourna pas le regard. « Je veux n'importe quelle place que tu me permettras, dit-il, à tes côtés, derrière toi, à l'ombre de ton trône. Je n'ai pas besoin d'un titre. Je ne l'ai jamais fait. J'ai juste besoin de savoir que je ne te blesse plus. » Elle l'étudia un long moment. L'homme qui l'avait une fois brisé avec une seule phrase, maintenant debout ici dépouillé de chaque défense, lui offrant la seule chose qu'il lui restait, la vérité. Aurélia prit une lente respiration, puis elle recula, marcha vers la fenêtre étroite qui surplombait les jardins du palais et la forêt sombre sans fin au-delà. Elle parla sans se retourner. Demain est le couronnement du nouveau cycle lunaire. Le royaume entier se rassemblera. Ils s'attendront à une reine seule, inégalée. Forte, elle se tourna, puis rencontra son regard à travers la pièce. J'ai été seule assez longtemps. Le souffle de Cale se coupa. Elle marcha vers lui, lente, délibérée, chaque pas mesuré. Quand elle l'atteignit, elle ne s'arrêta pas. Elle leva ses mains au col de sa chemise déchirée, doigts enroulés doucement dans le tissu. « Je ne sais pas si je peux jamais te donner le lien à nouveau, » chuchota-t-elle. « L'ancienne est partie pour toujours, mais je peux te donner quelque chose d'autre. » Elle leva les yeux vers ses yeux, stables, ouverts, un peu effrayés. « Je peux te donner un choix. » Kyle attendit. Elle continua, voix douce mais sûre. « Demain, quand la couronne sera placée sur ma tête, tiens-toi au bas du deuil, incline-toi comme le reste de la cour. Puis lève-toi et pars. Disparais de nouveau à Croque-de-Fer. Vis la vie que tu as choisie quand tu m'as rejeté. Je ne t'arrêterai pas. Je ne te punirai pas. Tu seras libre. » Elle fit une pause, déglutie. « Où? » Ses doigts se resserrèrent dans sa chemise. « Où reste? » « Pas comme mon consort, pas comme mon roi, pas comme tout ce que la cour attend. Reste comme le mien de n'importe quelle manière brisée, belle, compliquée que nous pourrons gérer. Reste et laisse-moi apprendre lentement, douloureusement, obstinément, comment te faire confiance à nouveau. Reste et laisse-moi t'aimer comme je le faisais, seulement plus sage, seulement plus forte. » Une seule larme traça le long de la joue de Cale. Il ne l'essuya pas. Il tendit simplement la main, couvrit ses mains des siennes là où elles serraient encore sa chemise. Puis il s'abaissa lentement, respectueusement, et alla sur un genou, pas en soumission à une reine, mais en offrande à une femme qu'il avait une fois brisée et passerait chaque souffle restant à essayer de chérir. Il inclina sa tête, voix rauque d'émotion. « Je te choisis, Aurélia. Chaque jour, chaque nuit, chaque phase lunaire, je choisis n'importe quelle version de nous que tu es prête à construire. Même si c'est déchiqueté, même si ça fait mal, même si ça prend le reste de nos vies. » Elle le regarda, le fier alpha de Croque-de-Fer, agenouillé dans une petite salle de guérison, saignant et bandé, et finalement douloureusement honnête. Ses propres larmes tombaient librement maintenant. Elle tendit la main, glissa ses doigts dans ses cheveux, inclinant son visage vers le haut. Puis elle se pencha lentement, lui donnant chaque chance de se retirer. Il ne le fit pas. Elle l'embrassa, pas comme avant. Pas affamé, pas désespéré, pas réclamant. Doux, lent,
Un baiser qui goûtait le sel et le pardon et les deuxièmes chances. Quand elle se retira, leurs fronts reposèrent ensemble à nouveau. « Lève-toi, chuchota-t-elle. » Il se tint debout. Elle prit sa main, le mena hors de la chambre de guérison, à travers les corridors silencieux, passa les gardes qui s'inclinaient sans question, en haut du grand escalier jusqu'au balcon royal qui surplombait tout le terrain du palais. La lune pendait pleine et brillante au-dessus d'eux. En bas, le royaume dormait, inconscient que tout était sur le point de changer. Aurelia s'avança vers la balustrade. Kell se tenait à ses côtés, une enjambée en arrière comme toujours. Elle regarda le monde endormi pour lequel elle s'était battue, avait saigné, reconstruit des cendres. Puis elle regarda l'homme à ses cœurs cicatrisé, têtu, beau dans sa brisure. Elle tendit la main vers la sienne à nouveau, entrelaqua leurs doigts, et parla pas fort, pas pour le royaume en bas, juste pour lui. « Demain, dit-elle, quand la couronne sera placée, je veux que tu te tiennes sur le dais, pas derrière moi à mes côtés. » Le souffle de Kell se coupa. Elle se tourna pour lui faire face pleinement. « Demain nous recommençons, pas comme Alpha et Luna, pas comme roi et reine, juste comme nous. » Il amena leurs mains jointes à ses lèvres, pressa un baiser sur ses phalanges, voix épaisse d'émotion. « Nous. » La lune regarda, silencieuse, patiente, éternelle. Et quelque part dans le palais en bas, les premières noces de la musique de couronnement de demain commencèrent à dériver. Douces, pleines d'espoir, comme le premier souffle après une longue tempête. Fondues au noir. La lune regarde toujours. Le trône est le sien, mais l'histoire n'est pas finie jusqu'à ce que tu décides ce qui arrive ensuite. Si ton cœur courut quand elle se leva des cendres, si tu sentis la douleur quand il s'agenouilla au clair de lune, si tu secrètement ou pas si secrètement acclamas pour les silencieux qui deviennent imparables, alors ceci est ton moment. Laisse un commentaire ci-dessous. Le pardonnerais-tu? Le laisserais-tu rester? Ou le ferais-tu regarder des ombres pour toujours? Tag à un ami qui a besoin de sentir ce genre de justice à combustion lente, secouant l'âme, portant la couronne. Partage le titre. Répands le feu. Parce que des histoires comme celle-ci ne se terminent pas quand le dernier chapitre s'estompe. Elles vivent dans chaque lecteur qui croit que les cœurs rejetés peuvent encore régner sur des royaumes. Alors dis-moi, es-tu prêt à la couronner encore?